dernière vidéo de présentation de ces groupes de la Copa América. Et aujourd'hui, voilà, on termine sur le groupe C, le dernier groupe de cette Copa América, le dernier groupe qui a commencé ses matchs cette nuit dernière et le prochain match, voilà, Japon-Chili dans la nuit de lundi à mardi. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, présenter un peu les équipes qui forment ce groupe C. On va voir quels joueurs vont peut-être sortir du lot et sont à suivre sur les prochaines rencontres que vous allez pouvoir regarder. Ensuite, on se basera voilà, sur ce qu'on a vu un peu pour faire un pronostic et regarder quels matchs sont absolument à regarder. Alors si vous n'avez toujours pas réglé votre montre à l'heure brésilienne, il est temps de le faire puisque on va regarder quelles équipes voilà, sont de la partie dans ce groupe C en Copa América. La première, voilà, celle qui est la plus titrée en Copa América historiquement avec 15 victoires finales, c'est l'Uruguay, voilà, la Céleste, qui a déjà commencé voilà, sa Copa América à l'heure où je vous parle, hein, qui a gagné 4-0, très belle victoire et une grosse victoire contre l'Équateur. Alors on va essayer de pas trop en tenir compte pour un peu présenter voilà, comment dire, présenter les équipes avant leur début de Copa América. Alors c'est vrai que cette vidéo arrive un peu en retard, mais on va voir un peu comment est-ce que les tendances voilà, allaient avant ces débuts de Copa América pour l'Uruguay et l'Équateur qui ont déjà joué. Pour l'Uruguay, voilà, c'est une équipe qui sur cette Copa América a de grosses ambitions. Ils sont là évidemment pour voilà, concurrencer les favoris que sont les Brésiliens à domicile. Et sur cette Copa América, ils ont évidemment aussi envie d'effacer le souvenir voilà, de la Copa América en 2016 où ils n'avaient pas passé les poules. Et voilà, continuer sur leur bonne lancée de la Coupe du Monde 2018 qui malgré, c'est vrai, la blessure de Cavani et du coup une élimination un peu dure contre la France en quart de finale. Voilà, on a une équipe d'Uruguay qui reste une équipe très talentueuse, qui est sûrement et même évidemment l'équipe la plus solide défensivement de cette compétition. Alors voilà, on peut noter évidemment qu'ils ont gagné cette année la China Cup en battant la Thaïlande. C'est quelque chose voilà, qui est toujours ajouté à l'armoire à trophée, mais qui ne signifie pas grand-chose du fait voilà, du niveau tout simplement affiché dans cette compétition. C'est évidemment donc une des équipes favorites pour cette compétition. Et on va voir un peu quel joueur peut ressortir de cette équipe, mais c'est une équipe évidemment composée de joueurs très talentueux, de joueurs jeunes et de cadres un peu plus vieux, des vieux briscards voilà, qui peuvent évidemment apporter toute leur expérience, comment dire, cette niaque, peut-être cette envie en plus à des jeunes joueurs voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans des compétitions internationales et qui vont devoir aussi prouver pour pouvoir garder leur place de titulaire ou leur place dans la sélection. Vient ensuite la deuxième sélection qui a déjà réalisé son premier match, qui est l'Équateur. Ils ont été laissés sur le carreau pour la Coupe du Monde l'année dernière. Ils n'ont pas passé les éliminatoires de l'Amérique du Sud. Mais au contraire de l'Uruguay, la Copa América centenaire, donc en 2016 c'est beaucoup mieux passé pour l'Équateur, puisqu'ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, voilà, en étant éliminés par les États-Unis. Et donc ça reste quand même une performance assez intéressante sur quoi se baser pour le reste de la compétition. Mais avec l'Équateur, voilà, on fait abstraction de cette défaite 4-0 qui évidemment semble logique, mais qui en même temps était un peu biaisée du fait de la sortie et de l'exclusion assez rapide de Quinteros. Donc voilà, c'est une équipe qui, voilà, malgré cette défaite, se pose tout de même beaucoup de questions. Ils sont dans une phase un peu de transition. Voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'incertitudes et qui va devoir voilà, se baser sur un groupe qui va devoir jouer comment dire, très collectif évidemment, mais qui n'a au contraire d'autres équipes voilà, que on estime peut-être un peu moins
a moins de talent, je trouve, a moins de joueurs qui ressortent du lot, par exemple, tout simplement un Venezuela hein, qui a une équipe beaucoup plus flamboyante. La troisième équipe qui va disputer c'est des matchs dans le groupe C, c'est les Japonais. Alors les Japonais, ce sont la deuxième équipe qui a été invitée par la Copa América et par la CONMEBOL cette année. Ils ont été finalistes, tout comme les Qataris, les premiers invités de la Coupe d'Asie. Ils n'ont évidemment pas, on a vu avec le cas du Qatar, ils n'ont évidemment pas gagné cette Coupe d'Asie, mais ils sont allés assez loin dans cette compétition internationale et ça laisse une certaine base pour le sélectionneur, pour la Copa América, montrer que c'est un groupe qui se connaît puisque la majorité des joueurs jouent en G-League, mais c'est en Ligue japonaise mais malgré tout, malgré cette connaissance, cette certaine expérience, j'ai noté que la sélection qui va venir et qui va se montrer au Brésil est une sélection assez jeune et assez inexpérimentée, dont 7 des 23 joueurs ne comptent qu'au moins une sélection. Donc c'est une équipe assez inexpérimentée. Et c'est un Japon avec assez peu d'expérience qui se présente à la Copa América. Et la victoire face au Salvador en préparation ne donne non plus pas beaucoup d'indications, puisque seulement 4 de ces joueurs qui ont gagné contre le Salvador vont être de la partie premièrement contre le Chili, mais plus généralement contre les autres équipes du groupe C. Donc c'est une équipe dont on ne sait pas grand chose et qui peut-être aborde cette Copa América comme un test pour se tester face à de plus grandes équipes et de voir un peu sur quelle base les Japonais peuvent se baser pour les prochaines années. La dernière équipe qui ferme la marche, c'est le double champion en titre de la Copa América, le Chili qui a gagné en 2015 et en 2016 et qui cette année est dans une situation un peu étrange. C'est-à-dire que depuis cette victoire en 2016 en Copa América, les Chiliens ont eu beaucoup de mal à se remettre et à reconstruire quelque chose de solide. Sampaoli est parti. La Coupe du Monde 2018 ils n'ont pas participé tout simplement à la Coupe du Monde 2018 après des éliminatoires un peu catastrophiques. Et cette grosse déception, ne sera, à mon sens, pas réglée tant que le Chili n'ira pas loin en Copa América. Et cette année, ça semble quand même assez difficile pour un groupe qui, malgré encore des cadres présents, on parle d'Arturo Vidal, on parle de Alexis Sanchez qui fait quand même une saison assez catastrophique à Manchester United, on parle de Eduardo Vargas, ces 3 joueurs qui ont été tout de même des cadres importants en 2015 et en 2016 qui sont des joueurs importants mais qui caractérisent un peu cette perte de vitesse de Chili et qui malgré cette incertitude d'après les dernières déclarations visent quand même à aller loin dans cette Copa América et personnellement je suis assez sceptique. Mais on verra on verra sur le reste de la compétition et on leur souhaite évidemment toute la réussite qu'ils peuvent avoir. Trêve de discussion collective, on va essayer de se pencher un peu sur les joueurs qui en regardant le groupe C peuvent vous faire tilter, peuvent vous faire vibrer et apprécier ces matchs du groupe C et du dernier groupe de la Copa América. Le premier joueur que j'ai choisi, tout simplement dont j'ai choisi le profil, c'est Diego Laxalt, alors qui joue pour l'Uruguay. Il est en ce moment un joueur aussi de l'AC Milan en Italie. Il a 26 ans. Il est latéral gauche et c'est un joueur qu'on connaît de plus en plus et qui a prouvé qu'il avait une certaine qualité technique et un gros volume de jeu. Et sur cette Copa América, je pense que pour l'Uruguay, c'est un joueur qui va être très important. Alors, on a vu sur le dernier match contre l'Équateur que le milieu de l'Uruguay a su se réinventer offensivement et a su mettre une intensité offensive. Mais Diego Laxalt dans une équipe qui... oui, Diego Laxalt, oui, j'avais peur de me tromper de prénom.
Diego Laxalt dans une équipe qui a parfois du mal, comment dire, offensivement, c'est un joueur qui va être primordial dans sa qualité de centre, dans sa qualité technique, pour fournir des ballons aux deux de devant et permettre, comme ils l'ont fait la nuit dernière, de mettre beaucoup de buts et de montrer que l'Uruguay est, voilà, est un patron dans cette Copa América et peut très probablement espérer une finale si ce n'est plus. Le deuxième joueur sur lequel il va falloir jeter un œil, c'est Carlos Gruezo. Alors, avec mon accent évidemment magnifique, ce joueur équatorien, voilà, on connaît évidemment pas grand chose en Europe de l'équipe de l'Équateur. C'est vrai que c'est une sélection très peu connue, qui n'a pas forcément de gros noms comme peuvent l'avoir d'autres sélections, même avec voilà, même plus petites. C'est un joueur voilà, qui joue en MLS et qui, à 24 ans, peut être un joueur intéressant pour l'Équateur et qui peut, voilà, pour faire face aux grosses nations que sont l'Uruguay ou même le Chili, doit et pourra être un joueur sur lequel il va falloir miser, puisque c'est donc un milieu défensif. Et dans une optique où l'Équateur va beaucoup subir, voilà, Gruezo va avoir la tâche assez difficile déjà d'essayer de stopper les milieux adverses et d'essayer de stopper les contre-attaques ou même les attaques incessantes, mais également de relancer cette équipe d'Équateur. C'est lui qui va être le premier à relancer les attaques et essayer de mettre dans les meilleures conditions, par exemple Ener Valencia, pour espérer mettre en difficulté leurs adversaires. Donc c'est un joueur qu'il va falloir suivre et plus évidemment contre le Japon, voir comment son impact peut être important pour les Équatoriens qui peuvent gratter quelques points qui peuvent être cruciaux hein, dans tout simplement leur qualification en quart de finale si ils sont soit deuxième de ce groupe C, soit meilleur troisième de tous les groupes de cette compétition. Le dernier joueur sur lequel il va falloir se pencher d'un peu plus près, c'est un joueur japonais. Alors voilà, c'est... non, l'avant-dernier joueur, c'est un joueur japonais. Voilà, c'est Take Fusakubo. J'ai évidemment son prénom sous les yeux pour ne pas le louper, pour ne pas le prononcer d'une mauvaise manière. Alors c'est un joueur qui est récemment arrivé au Real, qui a fait une grosse partie de sa jeune carrière à la Masia au Barça. C'est un joueur sur lequel il y a beaucoup d'espoir. On l'appelle le Messi japonais. Voilà, c'est un joueur important, il me semble, voilà, en G-League. Il a mis pas mal de buts. C'est un joueur assez spectaculaire, voilà, qui a un jeu qui peut faire lever les gens de leur siège. Et sur cette Copa América, ça va être un bon test pour lui qui a récemment rejoint le Real Madrid. D'ailleurs, je vous invite à aller voir quelques articles sur ce transfert, c'est assez amusant, voilà, les conditions de comment le Real a pu le faire signer avant d'autres grosses équipes et comment voilà, le Real était plus averti de la fin de contrat du japonais. C'est assez amusant d'aller voir ça. Donc c'est un joueur sur lequel il va falloir un peu regarder, qu'il va falloir un peu scruter pour voir comment il va pouvoir tout simplement performer face à des joueurs qui voilà, ont un autre niveau, sans faire offense au championnat japonais, un autre niveau que des joueurs qu'il affronte régulièrement dans son pays natal. Le dernier joueur est le joueur chilien qu'il va falloir regarder. Je ne vais pas faire dans l'originalité, je vais tout simplement voilà, rester fidèle au maillot que je porte aujourd'hui et voilà, poser un œil sur Alexis Sanchez. Vous avez d'autres joueurs voilà, dans la section chilienne, je vous invite à aller un peu voir voilà, les joueurs qui peuvent être intéressants. Vous avez d'autres joueurs évidemment un peu plus jeunes qui peuvent être intéressants à aller voir et peut-être intéresser des championnats européens. Mais aujourd'hui, on va voir comment Alexis Sanchez et cette Copa América est assez cruciale dans sa carrière, je pense. Alexis Sanchez, c'est un joueur qui, malgré la très mauvaise période à Manchester United, reste un joueur qui a beaucoup de qualités, je pense, et qui a montré à Arsenal et au Barça que c'était un joueur qui pouvait aspirer voilà, à faire de grandes choses. Et cette Copa América est un peu une compétition charnière. Cette année, ça a été catastrophique. La Copa América est peut-être l'occasion pour lui de se montrer, de montrer à l'Europe qu'il a toujours une place dans une grosse équipe,
Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de lui il y a quelques années, même l'année dernière autour du PSG. Voilà, c'est un joueur qui peut encore aspirer, je pense, à une grosse équipe ou même à une équipe qui joue peut-être pas forcément les premiers rôles en Champions League. Mais voilà, c'est un joueur dont les qualités sont connues et qui, avec cette Copa América, a la chance, alors je ne dis pas qu'il va le faire, mais a la chance de se remettre en confiance et de montrer que c'est toujours le joueur qu'il était il y a encore quelques années, qui a été un des meilleurs joueurs de la Première Ligue voilà, avec Arsenal. Donc c'est voilà, une compétition charnière pour Alexis Sanchez, plus que voilà, simplement aider le Chili à aller loin et à ne pas perdre la face dans cette compétition. C'est un joueur qui joue gros sur cette Copa América. Ça va être intéressant de voir comment il va s'en sortir. Les deux dernières sections sur lesquelles on va se poser aujourd'hui, ce sont le pronostic et les matchs à absolument regarder. Alors pour le pronostic, ça va être assez rapide et on va pas trop tarder là-dessus. Je mets évidemment l'Uruguay en premier et je pense que voilà, l'Uruguay, outre le fait qu'ils aient gagné, hein, qu'on sait déjà qu'ils ont pris une bonne avance sur l'Équateur, je pense que l'Uruguay voilà, va arriver en tant que patron, va montrer que s'ils sont dans ce groupe C, c'est pas simplement pour faire figuration et évidemment pour gagner tous leurs matchs. Et donc l'Uruguay, je les mets en premier de ce groupe C. Je vais passer directement au dernier avec les Japonais. Alors malgré, c'est vrai, cette petite hype autour de Kubo, je pense que l'inexpérience des Japonais va leur porter préjudice. Et que par exemple un Équateur ou une équipe du Chili vont être plus aptes à gagner ou même faire des nuls contre l'Uruguay par exemple et à vraiment embêter plus les Uruguayens et à plus se démarquer puisque les Japonais évidemment vont avoir plus de mal, que ce soit évidemment aussi dans le climat, dans voilà, cette atmosphère, j'ai eu du mal, un peu sud-américaine. C'est une équipe qui va avoir du mal, je pense, le Japon, et qui va être juste derrière l'Équateur. Je mets l'Équateur évidemment, puisque voilà, j'espère toujours que le Chili va se qualifier pour ces phases finales, mais je mets l'Équateur en troisième place de ce groupe C. Je pense que voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'incertitudes et qui, face à un Chili qui sera deuxième selon moi, qui a aussi beaucoup d'incertitudes, le talent va contrebalancer. Et je pense que le Chili va évidemment terminer deuxième, se qualifier. Mais on n'est toujours pas évidemment 100% certain, puisque l'Équateur, hein, c'est vrai que voilà, je parais un peu certain, mais l'Équateur peut évidemment gagner contre le Chili, finir deuxième, et surprendre un peu tout le monde, un peu tous les observateurs. Donc voilà pour ce pronostic pour le groupe C. On va terminer sur les matchs à regarder et à absolument voir sur cette semaine. Samedi 22 à 1h du matin, on a un Équateur-Chili qui va être déterminant pour cette qualification et encore plus avec la victoire de l'Uruguay cette nuit. Mais on a aussi un Chili-Uruguay qui, c'est vrai, voilà, le mardi 25 également à 1h du matin heure française, qui c'est vrai, si le Chili a perdu et si voilà, le Chili n'est pas dans une bonne phase et a peut-être abandonné tout espoir de qualification, ce match reste tout de même un classique sud-américain. Ça reste une belle rencontre sur ces matchs de groupe. Voilà, on a évidemment à chaque fois dans les matchs de groupe des matchs moins intéressants que les autres. Ce Chili-Uruguay fait partie des matchs voilà, un peu phares de cette première phase de la Copa América. Et il n'est évidemment à ne pas louper. Donc si vous avez d'autres pronostics et si vous avez d'autres joueurs sur lesquels il faudrait jeter un œil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à m'expliquer un peu pourquoi et quel rôle ils auront dans leur sélection respective. Et d'ici là, et d'ici d'autres vidéos, peut-être sur la Copa América et évidemment sur d'autres clubs européens sur lesquels il va falloir se pencher, notamment faire le bilan, je vous souhaite une bonne continuation de Copa América et je vous dis à la prochaine.